Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Call Case. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui date un peu, mais qui n'a toujours pas été résolue. Retour en arrière. Imaginez-vous, nous sommes le vendredi 26 mai 1978. Evelyne Riva, 19 ans, est aperçue pour la dernière fois vers 20 heures au café de la gare de Belfort, après avoir raté sa correspondance. Evelyne est étudiante en BTS à Mulhouse. Elle rentre chaque week-end dans sa famille, domiciliée à Méménil, commune des Vosges de 150 habitants. Son conducteur habituel, originaire de la même commune, est exceptionnellement de garde à la poste de Mulhouse, et Evelyne doit se résoudre à prendre le train. Par erreur ou retard, elle ne monte pas comme prévu dans le train express de 17h33, mais elle prend celui de 17h41. Or, il s'agit d'un omnibus, beaucoup plus long, et qui arrive à Belfort à 19h51, bien après le départ de sa correspondance de 18h40 pour Épinal. Redoutant l'autostop, elle tente alors de joindre ses parents par téléphone depuis le buffet de la gare situé le long de l'avenue Wilson. Mais c'est son oncle qui décroche. Elle lui laisse un numéro pour rappeler le café de la gare, mais celui-ci le note mal. À leur retour, les parents perdent de longues minutes à appeler les renseignements pour retrouver enfin le bon numéro de téléphone. Au buffet de la gare de Belfort, on leur signale alors que leur fille a quitté les lieux. Mais personne ne la reverra vivante. Nous passons à présent au samedi 3 juin 1978. Très inquiets d'être sans nouvelles de leur fille depuis plusieurs jours, les parents d'Evelyne se rendent chez les gendarmes. Mais ils entendent alors que leur fille est majeure et qu'elle est tout à fait libre de les laisser délibérément sans nouvelles, et qu'elle a très bien pu partir rejoindre son petit ami qui est militaire et qui est alors en mission au Tchad, ou qu'elle a pu simplement décider de ne plus leur parler. Une hypothèse qui semble néanmoins peu correspondre au profil de cette étudiante studieuse, appréciée de ses amis et très proche de sa famille. Et puis, si on réfléchit un tout petit peu, comment une jeune fille de 19 ans va-t-elle pouvoir, alors qu'elle a raté son train, partir pour le Tchad sans prévenir personne? La réponse semble complètement ahurissante. Désarmés, ses parents font alors publier un avis de recherche dans les colonnes de l'Est républicain, avec photo et description de la jeune femme. Taille 1,63 m, cheveux châtain mi-longs, les yeux sont marrons. Elle porte un gilet bleu marine. Son petit ami, un militaire de 21 ans, rentre de sa mission du Tchad et apprend sa disparition. Les proches d'Evelyne organisent des recherches pour la retrouver et consultent même plusieurs radiesthésistes. Mercredi 14 juin 1978. Dans les Vosges, 3 semaines plus tard, à la frontière des communes d'Archette, de Jarménil et de Cheniménil, 2 employés EDF installent des poteaux électriques. Vers 14 heures, ils sont dérangés par une odeur épouvantable, en bordure de la forêt de Tanière. Ils font alors une horrible découverte. Le cadavre mutilé d'une jeune femme se trouve à quelques mètres de là. Le corps, seulement vêtu d'un gilet en laine, est dans un état de décomposition avancée. Il comporte de nombreuses tuméfactions. Le visage est noirci, la victime méconnaissable. Il se trouve à 200 mètres du chemin départemental 159. Aujourd'hui, on dirait la D159. Les gendarmes des lois sont les premiers sur place.
rapidement rejoint par plusieurs brigades des alentours. Le capitaine Bernet, commandant de la compagnie de gendarmerie de Remiremont, dirige les opérations de ratissage, aux côtés du lieutenant-colonel Terpenier. Le substitut du procureur et le juge d'instruction d'Épinal sont également présents. Le lien est tout de suite établi avec la disparition d'Evelyne Riva. Les cheveux, la corpulence, tout correspond à la description faite par les parents. Et le corps est transporté à la morgue d'Épinal. Jeudi 15 juin 1978. L'identification d'Evelyne Riva est rapidement confirmée, sa tante ayant reconnu le corps. Le lendemain de la découverte, plusieurs brigades des alentours poursuivent le ratissage méticuleux du bois de Tanière. Il ne fait aucun doute qu'Evelyne a été assassinée. Les vêtements et les effets de la jeune femme sont retrouvés éparpillés sur une distance de 150 mètres le long du chemin forestier, témoignant de la course désespérée qu'elle a dû tenter pour échapper à son agresseur. Son jean est déchiré et lui a été arraché, attestant du caractère sexuel de l'agression. Ses chaussures, sa montre, sa bague en or et ainsi qu'un pendentif sont également récupérés sur le sol. De la laine de son gilet est visible par endroits, accroché aux branches. Dans la poche de son jean, le billet de train pour Épinal est toujours présent. Aucune trace de sa valise, ni de son sac, cependant. Elle est ainsi retrouvée à une quinzaine de kilomètres du domicile familial, situé à Méménil, après s'être volatilisée à Belfort, soit à plus de 100 kilomètres de là. Faute de train, se serait-elle résolue à faire du stop? Serait-elle montée dans un ou plusieurs véhicules? Vendredi 16 juin 1978. À la suite d'un premier examen sommaire sur la scène de crime, le médecin légiste de Saint-Dié procède à l'autopsie du corps au funérarium d'Épinal. Le cadavre étant dans un état de décomposition avancée après 3 semaines à l'air libre, il ne peut déterminer les causes de la mort ni établir avec certitude que la victime a été violée. Il confirme la présence de nombreuses ecchymoses et de fractures au visage. Par ailleurs, un doute subsiste concernant les traces noires présentes sur le corps. Il ne peut être établi qu'il s'agit de brûlures ou de traces de moisissure apparues suite à la chaleur des jours précédant la découverte du corps. Sans certitude, les enquêteurs pensent néanmoins que l'assassin a agi seul, ce qui a permis à Evelyne de s'échapper de la voiture avant d'être rattrapée à pied par son agresseur. Le choix de cet endroit, isolé de toute habitation sur un chemin forestier, en lisière de la commune de Jarménil, semble indiquer que l'assassin connaissait bien les lieux. On est également à 1,5 km de la sortie de la route venant de Belfort par le ballon d'Alsace. Le meurtrier pourrait-il être un habitant des Vosges, travaillant dans l'agglomération de Belfort et faisant la route chaque soir? C'est une interrogation que se posent les enquêteurs. Samedi 17 juin 1978, à Belfort, l'enquête se poursuit. Sur commission rogatoire, le juge d'Épinal a confié les investigations à la section de recherche de Nancy. Le commandant et ses hommes se sont rendus aussitôt à Belfort afin d'effectuer les premières vérifications autour du buffet de la gare. Aidés par les brigades locales, ils interrogent les 4 employés du buffet de la gare en leur présentant une photo d'Evelyne. Tous se rappellent du désarroi de cette jeune femme paniquée à l'idée d'avoir manqué son train. Le barman qui lui a servi sa consommation à table évoque Evelyne échangeant quelques mots avec des militaires à la table d'à côté. La caissière se souvient également lui avoir passé la communication pour Méménil lorsqu'elle a voulu joindre ses parents par téléphone. Mais cependant, les souvenirs sont ensuite beaucoup plus dilués, et personne ne peut affirmer, 3 semaines plus tard, si elle était seule ou accompagnée lorsqu'elle a quitté l'établissement. Les enquêteurs cherchent d'autres témoins, essaient d'établir une liste de personnes effectuant régulièrement le trajet de Belfort vers les Vosges.
Evelyne aurait pu croiser l'une d'elles devant la gare. Nous passons au dimanche 18 juin 1978. L'ampleur du territoire, une centaine de kilomètres des Vosges à Belfort, complexifie l'ensemble des investigations à mener, ainsi que les déplacements des policiers et des gendarmes. Les vérifications se multiplient. Conjointement aux témoignages spontanés et aux appels anonymes, les pistes affluent, mais mènent à des impasses. Un délinquant sexuel est interpellé puis relâché à Fougerolles, en Haute-Saône, très loin de Belfort. Le propriétaire du Dodge noir, aperçu dans les environs de la gare de Belfort le soir du 26 mai, est interrogé, mais vite libéré. Un chauffeur routier indique avoir remarqué une voiture stationnée en lisière de la forêt de Tanière. Mais les dates ne concordent pas. Un pompiste de Remiremont déclare reconnaître Evelyne sur la photo qui lui est présentée. Il l'aurait aperçue à bord d'un véhicule Renault à la station d'essence où il travaillait, mais son témoignage comporte beaucoup trop d'incohérences et il s'avère au final inexact. Le commandant Berton précise que chaque renseignement sera scrupuleusement vérifié. Il est fidèle à sa devise. La chance se mérite. Lundi 19 juin 1978, le docteur Bernheim réalise un troisième examen sur le corps. Il effectue des prélèvements afin de lever définitivement le voile sur l'origine des traces de noirceur, d'abord pressenties comme des brûlures. Le laboratoire spécialisé qui reçoit les échantillons estime qu'il s'agit de moisissures, écartant la thèse d'une tentative de crémation par l'auteur du meurtre. Mardi 20 juin 1978. Les obsèques d'Evelyne Rivas sont célébrées dans la petite église de Méménil. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour rendre hommage à cette jeune femme dont le meurtre a suscité une vive émotion dans la région. Famille, amis, camarades de classe, professeurs sont réunis pour ce dernier adieu. Quatrième d'une famille de 6 enfants, sa mère tenait un petit établissement, le café de Méménil, où la jeune femme avait pour habitude de retrouver ses amis lorsqu'elle revenait de Mulhouse pour le week-end. Son père travaillait comme représentant de commerce dans une entreprise de bois, à Chavelot. Quant à son petit ami André, 21 ans à l'époque, il était sergent de carrière à la base de Toul et en opération au Tchad du 13 au 11 juin 1978. Il n'apprend la disparition d'Evelyne qu'à son retour. Étudiante brillante, celle-ci avait obtenu son bac l'année précédente au lycée Jean Lurca à Bruyères et suivait depuis la rentrée de septembre 1977 un BTS à l'école supérieure de secrétariat de Mulhouse. Le cercueil d'Evelyne est déposé dans le cimetière du village, à 300 mètres de la maison familiale. Samedi 22 juillet 1978. Les investigations au long cours se poursuivent, mobilisant des hommes dans les Vosges, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Des dizaines de marginaux sont interrogés. À la recherche de la valise, les pompiers inspectent minutieusement les zones boisées entourant Belfort et plus particulièrement les fossés du fort Artry, situé non loin de la gare. On dresse une liste quasi exhaustive des personnes présentes dans le bar le soir même. Tous sont interrogés. Un suspect est finalement présenté par les enquêteurs au juge d'instruction Brissac, du palais de justice d'Épinal. L'homme de 43 ans serait membre d'un trio régulier de dragueurs du buffet de la gare de Belfort, où il aurait de surcroît œuvré comme serveur. Coïncidence ou non, il a déserté les lieux depuis le soir de la disparition d'Evelyne. Aucun témoin ne l'a cependant vu partir avec la victime. Écroué à la maison d'arrêt d'Épinal, il est libéré une semaine plus tard, le temps de vérifier ses déclarations. Mais il reste tout de même inculpé. Mercredi 23 août, 2 mois après la découverte du corps d'Evelyne, de nouveaux indices font naître l'espoir de résoudre l'affaire. Sur la commune de Kers, à 50 km de Belfort en direction des Vosges, un cycliste longeant la nationale 64 aperçoit une valise grise jetée dans un fossé en contrebas d'un aqueduc.
Elle porte l'autocollant Jeunesse en plein air, comme la valise d'Evelyne. La mère de la victime confirme que les effets personnels qu'elle renferme sont ceux de sa fille. Le ratissage des lieux permet ensuite de mettre la main sur le sac d'Evelyne, qui contient encore tous ses papiers d'identité. Vendredi 1er septembre 1978. Pour les enquêteurs, si la zone de découverte du corps indiquait que le meurtrier avait emprunté la montée du ballon d'Alsace pour venir de Belfort, l'emplacement de la valise et du sac à main laisse maintenant supposer qu'il est retourné à Belfort après avoir commis le meurtre. Souhaitant faire preuve de discrétion, il aurait alors choisi un détour par la Haute-Saône, empruntant l'axe Luxeuil-Lure. Une route plus longue, moins fréquentée, et qui évite l'ascension du col. À mi-parcours, il se débarrasse des bagages d'Evelyne, encore présente dans la voiture. Cette hypothèse d'un aller-retour confirme qu'Evelyne aurait rencontré son assassin à la gare de Belfort. Ce dernier, profitant du désarroi dans lequel se trouvait Evelyne, a pu endormir sa méfiance et il lui aurait proposé de la raccompagner chez elle en voiture. De 1979 à 1981, l'enquête piétine. Bien que les objets d'Evelyne aient refait surface, l'enquête n'avance pas. Des vérifications ont lieu à Dijon, Valence, Sochaux, concernant d'hypothétiques rôdeurs et véhicules suspects. Mais rien, ça n'apporte rien de concluant. Aucune piste n'est négligée et les enquêteurs de la section de recherche de Nancy se déplacent systématiquement. Mercredi 18 novembre 1981, un soubresaut d'avancée advient finalement 3 ans plus tard. Un indique d'une quarantaine d'années, habitant la cité du Lion, livre les noms de 4 habitués des nuits belfortaines. L'un d'eux aura affirmé haut et fort dans un bar avoir joué un rôle dans le meurtre de la petite Riva. Interpellés au matin du 18 novembre 1981 à Lure et à Vesoul par le SRPJ de Nancy, les 4 hommes sont placés en garde à vue et interrogés au commissariat, avant que l'accusateur ne fasse machine arrière le jour même pour reconnaître une dénonciation calomnieuse sur fond de vengeance. Le groupe de Couche-Tard est libéré le lendemain. Les perquisitions à leur domicile ne donnent rien de probant. Vendredi 8 octobre 1982, une ordonnance de non-lieu est prononcée par le juge Violette, successeur du juge Brissac, dans la conduite de l'enquête. L'ancien serveur est alors toujours inculpé, mais ne sera plus jamais inquiété. 19 février 1985, réouverture du dossier. L'enquête est réouverte une première fois le 19 février 1985. Le commissariat de police de Lure reçoit un témoignage signalant qu'Evelyne Riva aurait été vue en quittant le buffet de la gare accompagnée. Le SRPJ lance une série de vérifications qui n'aboutit à rien de concluant et le dossier reste clos à nouveau. Nous passons à présent au lundi 22 août 1988. Une lettre anonyme est adressée au parquet d'Épinal le lundi 22 août 1988. Son contenu désigne un homme, habitant des Vosges, comme étant le coupable du crime. Le corbeau indique avoir été passager de l'automobile au moment où Evelyne a été prise en autostop. Le chauffeur aurait ensuite insulté, puis frappé la jeune femme, avant de la transporter inanimée dans les bois. L'homme est interrogé. Il se serait trouvé dans le café de la mère d'Evelyne au moment où elle a pu joindre son oncle au téléphone. Aurait-il entendu leur conversation et pris sa voiture pour aller chercher l'étudiante? Il y a plus d'1 heure de trajet jusqu'à Belfort, et d'après les témoins, Evelyne a quitté le buffet de la gare peu après son appel. L'homme est interrogé par les enquêteurs, mais il n'est pas poursuivi. Il se suicide en 2011. Février 89. L'avocat des parties civiles, maître Joël Lagrange,
écrit au nouveau juge d'instruction d'Épinal, Dominique Formet, afin d'avoir accès au dossier d'instruction et de pouvoir ainsi consulter la lettre anonyme. Par la suite, Maître Lagrange demande au juge que celle-ci soit diffusée dans la presse, afin que son auteur soit confondu par son écriture. Le juge et le procureur de la République n'accèdent pas à cette requête, de peur d'une incitation à la délation. Quelques mois plus tôt, la police a invité par voie de presse le Corbeau à se faire connaître. Mais là encore, chou blanc. Mardi 19 mars 1991. Dominique Formet, juge d'instruction à Épinal, adresse une lettre à l'avocat des parties civiles, maître Joël Lagrange. Il y détaille les motifs qui les poussent, lui et le procureur de la République, à ne pas publier la lettre anonyme dans la presse. Il redoute une incitation à la délation et voit un problème déontologique à divulguer au public une pièce du dossier. Il mentionne également que la police a quelques mois plus tôt invité par voie de presse le Corbeau à se faire connaître, et donc à ne pas avoir de réponse. 21 mai 1991, estimant qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour poursuivre les investigations, une ordonnance de non-lieu est prononcée par le juge d'instruction d'Épinal, Dominique Formet. Il s'agit du dernier acte judiciaire réalisé dans ce dossier, jamais rouvert par la suite. Alors beaucoup de questions autour de ce dossier. Y a-t-il eu vraiment des allers-retours? Combien? Parce qu'on peut se poser des questions. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui, au café des parents d'Evelyne, aurait entendu la conversation, pris sa voiture et décidé de faire un trajet d'1 heure? Est-ce qu'Evelyne aurait pu prendre la décision de rentrer en autostop? C'est beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations et quelque part, je dirais une enquête qui a été menée trop tard. 3 semaines après les faits, interroger des personnes, devient compliqué. Peut-être les questions qu'il faudrait se poser, je pense, c'est de savoir déjà, est-ce qu'Evelyne connaissait ou non la personne avec laquelle elle est rentrée? Et ce Corbeau était-il réellement dans la voiture? Je pense que ces deux questions sont fondamentales. Parce que vous avez vu, il y a eu une dénonciation calomnieuse, juste pour se venger d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. Il s'agit d'éliminer, à mes yeux, ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est faux, et de garder que ce qui pourrait être vrai. Si le Corbeau ne connaissait pas Evelyne, ou en tout cas n'était pas dans la voiture, à quoi bon tenir compte de ce témoignage? Alors je vous retrouve avec l'oracle de Béline et on va essayer d'en savoir plus, de comprendre cette situation. Alors, beaucoup de questions autour de cette affaire. Pourquoi Evelyne est montée dans la voiture? Pourquoi elle n'a pas attendu? Alors, ce que je vous propose de faire, et c'est vrai que, vous voyez, ça fait 6 fois que je me reprends à faire ce tirage. Je ne suis jamais content de mes questions. Je commence et quelque chose me bloque. Oh, pas dans les cartes, dans mon esprit. Quelque chose m'empêche d'aller plus loin. Au départ, je cherchais tout de suite le lien entre ces deux personnes, entre Evelyne et le conducteur. Et puis le lien entre le Corbeau et Evelyne, ou avec le conducteur. Mais à chaque fois, quelque chose me fait penser que je ne suis pas dans la bonne direction et que malgré tout, on peut se les poser ces questions, mais que je ne dois pas commencer par là. Vous voyez, je vous dis toujours l'importance de questionner votre oracle ou votre tarot de façon pertinente, et quand vous sentez que ça colle pas, que quelque chose dans votre esprit ne colle pas, il faut arrêter, se dire on reverra ça demain ou on reverra ça dans 1 heure, et on essaie de penser à ce que l'on demande et comment on doit le demander. Finalement, on n'en est pas à demander le lien, mais peut-être tout simplement comment la situation a évolué pour Evelyne alors qu'elle était au buffet de la gare.
Avant d'aller chercher le lien, regardons ce qui a pu se passer au café de la gare. En voiture, on ne le sait pas. On s'en doute, c'est vrai, mais ça viendra dans un second temps. La première chose, Evelyne est au buffet de la gare, elle passe cet appel à ses parents, elle tombe sur son oncle. Qu'est-ce qui se passe après? Donc la question que je vais poser à l'oracle, c'est comment a évolué la situation d'Evelyne une fois qu'elle a raccroché pour appeler ses parents et qu'elle a eu son oncle. Parce que oui, personne ne s'en souvient. Les serveurs se souviennent d'Evelyne, mais ils ont été interrogés 3 semaines après la disparition. Ce qui fait que, en 3 semaines, je vous mets au défi de me raconter ce que vous avez fait il y a 3 semaines. Et encore plus dans le détail. Moi, j'avoue, je ne me souviens pas ce que j'ai fait dans 3 semaines. On me poserait la question, mais je serais incapable de vous dire quelque chose d'intelligent. Sûrement que je travaillais, oui, ce qui ne servirait absolument pas à une enquête. Ce que j'ai vu, mais encore moins. J'aurais été témoin de quelque chose, d'un crime, je m'en souviendrai parce que c'est marquant, vous voyez. Mais si vous ne faites pas attention que pour vous tout est banal, votre esprit ne va pas l'imprimer. Parce qu'il y aura des choses peut-être plus importantes, parce que vous ne remarquez rien de particulier. Notre esprit ne peut marquer que ce qu'il y est important, ce que lui considère d'important. Alors vous voyez, cette carte, elle est placée en premier. Elle est importante parce qu'elle nous montre tout de suite des émotions. Quelque chose ne va pas pour Evelyne. Elle n'est pas à l'aise du fait de ne pas avoir pu joindre ses parents, donc elle n'est pas vraiment rassurée, du fait d'avoir loupé son train, et elle se rend compte qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui. Et puis c'est quand même la carte, étant donné qu'elle est en première dans le tirage, donc elle a tout de suite l'intention de ne pas attendre. Alors c'est important parce qu'on peut se dire, il y a quelqu'un qui l'a convaincue de monter avec elle. En fait, c'est elle qui d'elle-même, parce qu'il y a une forme d'angoisse, de crainte, se dit, j'ai plus rien à faire au buffet, il faut que je bouge, j'ai pas arrivé à joindre mes parents. Et finalement, c'est pas le lien, vous voyez, quand je vous disais que je cherchais une mauvaise question, en fait, c'est pas le lien qui est important. C'est finalement ce que pense Evelyne. Et contrairement à ce qu'on peut se dire, Evelyne est une jeune femme prudente, oui, oui, tout est vrai. Mais on a oublié une chose, les contrariétés qu'elle a eues. Et là, dans un premier temps, elle n'a pas eu son chauffeur habituel. Dans un second temps, elle rate le train qu'elle doit prendre. On a l'impression que c'est une succession de malchance pour elle. Elle se dit, j'ai la poisse aujourd'hui ou quelque chose de ce goût-là, il faut que je puisse rentrer chez moi. Visiblement, sa hantise, c'est le temps qui passe, les délais. Plus le temps passe, plus elle se dit, je vais passer la nuit dans la rue à Belfort. Elle est dans cette idée-là. Et on comprend mieux pourquoi elle pourrait accepter de monter avec une personne autre que ses parents. Je n'anticipe rien, je ne dis pas qu'elle va la connaître ou qu'elle ne la connaît pas ou qu'elle a sympathisé, mais simplement on comprend mieux pourquoi elle ne montera pas avec ses parents, elle n'attendra pas ses parents. Tout de suite après le coup de téléphone, elle n'a pas ses parents, elle n'est donc pas rassurée. Elle aurait eu ses parents, ou même si son oncle avait dit je prends la voiture, je viens te chercher, vous voyez quelque chose comme ça, 1 heure, elle aurait attendu. L'erreur, et sans vouloir charger la personne, parce que bien sûr c'est facile à dire avec du recul, et puis c'est facile à le dire avec les cartes, hein, mais on n'est pas dans l'esprit de quelqu'un qui reçoit un appel. C'est vrai que j'aurais tendance, on m'appelle, on me dit, voilà, j'ai loupé mon train, je suis en attente, mes parents sont là, bah non, mais attends, je viens de chercher. Vous voyez, c'est 1 heure de route, c'est rien, 1 heure de route pour rendre service à quelqu'un. Mais l'oncle, c'est pas qu'il a pensé à mal faire.
En fait, il s'est dit, il n'a pas vu l'urgence de la situation, il n'a pas mesuré. C'est donc pas pour lui jeter la pierre, c'est simplement parce que, quelque part, il n'a pas mesuré l'angoisse d'Evelyne. Parce que lui s'est dit, Evelyne, jeune femme sage, jeune femme posée, ne va pas faire n'importe quoi. Mais c'est toujours mesurer sans les angoisses. Et quand je vous dis attention aux angoisses, attention à tout ça, chassez toujours les émotions, elles vous font faire des bêtises. On en a un exemple flagrant ici. Ce qui va contre, visiblement qu'elle n'a pas assez d'argent. Alors peut-être tout simplement l'oracle nous montre que si elle avait eu plus d'argent sur elle, peut-être qu'elle aurait tout simplement pris un taxi. Et finalement, c'est un peu une lapalissade, mais si elle appelle un taxi, si elle a assez d'argent sur elle, qu'elle prend un taxi, elle a la vie sauve. Alors on pourrait très bien se dire, mais pourquoi finalement elle n'a pas pris un taxi en disant mes parents vont vous payer quand j'arrive? Là aussi, c'est vrai, mais 1 heure de route, c'est pas donné le taxi. Ses parents ne roulent pas sur l'or, ils ont de l'argent, un petit comme tout le monde, mais sans plus. Et puis quelque part, c'est aussi imposer une dépense. Vous voyez, on est tout ça. Avec le recul, c'est toujours facile de dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, elle aurait dû faire ci. Mais il faut se mettre en tête qu'elle ne pense pas avoir assez d'argent sur elle pour se payer un taxi, qu'elle est angoissée, et encore une fois, lorsqu'on a des émotions qui font peur, des angoisses, on fait des âneries. Je vous le dis tout le temps, c'est ce qui amène les grosses erreurs de notre vie. Le conseil qu'il aurait fallu donner à Evelyne. Alors, c'est pas le conseil d'avoir un accident, bien sûr que non, mais c'est de balayer tout ce qu'elle a dans la tête. Sous-entendu, de balayer ses angoisses. Accident, c'est l'idée de on a tout sur la table et vous savez, on fait whoop et tout dégage de la table. Eh bien, c'est cette idée-là, accident. Et de tout repartir à zéro, parce que finalement, c'est de faire place nette pour permettre à d'autres idées moins angoissantes de venir se loger dans sa tête. Le résultat, c'est qu'elle se met avec le septénaire de Mercure à parler avec quelqu'un de son malheur, on va dire, du fait d'avoir raté le train. Elle se confie à quelqu'un, vraisemblablement aux militaires qui sont là. Vraisemblablement, c'est le groupe de jeunes militaires qui est là, à qui elle parle, et elle raconte le fait d'avoir loupé son train. Le fait aussi, peut-être, leur parle-t-elle parce que son propre petit ami est au Tchad. Elle y voit une similitude, peut-être un effet miroir, je ne sais pas trop comment nommer ça, mais ça lui permet. Elle aurait vu un groupe de jeunes de la SNCF, par exemple, je prends ça parce on est au buffet de la gare, hein, n'y voyez pas autre chose, elle ne leur aurait pas parlé de la même façon. Là, militaire, elle voit quelque chose de similaire. Elle se sent en confiance parce qu'ils sont militaires. Et regardez, ici, elle signe quelque part son funeste destin. Alors il y a eu beaucoup d'hypothèses autour de cette affaire, hein. Certains ont pensé à une connaissance, certains ont pensé qu'ils se connaissaient. J'ai même entendu une version où on disait que quelqu'un était parti des Vosges pour aller vers Belfort, ramener la jeune fille, finalement l'agresser à quelques kilomètres du domicile, puis repartir vers Belfort. Oui, tout est faisable, c'est vrai. Mais ça semble pas tenir debout. Ça semble pas tenir debout, et finalement, quand on y songe,
la clé se trouve pour moi parmi ces jeunes militaires. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est obligatoirement un des militaires présents. Ce que l'oracle nous fait remarquer, c'est que d'avoir parlé à ces jeunes militaires signe quelque part son destin. Alors ce qu'on pourrait savoir, c'est finalement, est-ce que le conducteur, il est militaire? Est-ce qu'il fait partie de ce groupe de militaires? C'est peut-être un de ces jeunes qui a dit, bon, je te ramène. Mais ça peut être aussi un de ces militaires qui se dit, attends, j'ai un ami qui habite Belfort, il a de la famille, il doit partir dans les Vosges. Ça semble tirer par les cheveux, il est déjà tard, mais bon, tout est possible. Et vous voyez, ou attends, euh, il va pouvoir t'emmener. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais la clé, pour moi, elle est dans ce groupe de militaires qui n'ont peut-être même pas pensé à mal, ou qui ont pensé à mal, je ne sais pas. Mais ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la suite. Parce que dans ce genre d'affaires, en fait, la clé, c'est la bonne question. Et vous voyez, je comprends pourquoi j'étais en échec. Il y avait quelque chose en moi qui ne résonnait pas bien parce que je ne prenais pas le problème par le bon bout. Comme quoi, il faut toujours écouter son intuition. Et que si votre intuition ne fonctionne pas ou semble vous bloquer, vous dire non, ça va pas, c'est que ça ne va pas. Et qu'il faut peut-être prendre le taureau par les cornes, mais dans un autre sens. Alors maintenant, je pourrais me demander comment ont agi ce groupe de militaires pour Evelyne. Nous avons une carte solaire, ce qui montre que quelque part, une forme de mini-amitié, on ne parle pas d'amitié pleinement, mais vous voyez, le solaire, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui trouve des solutions, c'est ce qui met en lumière. La nativité, c'est ce qui permet de démarrer quelque chose. C'est un projet, la nativité, c'est aussi le commencement. On a l'impression qu'il lui trouve une solution. Ce groupe de militaires a trouvé une solution. Il y a quelque chose qui se passe avec ce groupe de militaires. D'ailleurs, je me suis intéressé, vous voyez, à cette affaire quand j'ai voulu la préparer, pour me mettre, on va dire, dans cette ambiance. À aucun moment, je n'ai relevé que les enquêteurs avaient fait des recherches particulières sur ce groupe de jeunes militaires. Ce qui expliquerait peut-être que qu'ils sont passés à côté d'un élément important. Et maintenant, ce corbeau. Quel lien y a-t-il entre le corbeau et ce groupe de militaires? La question peut-être ne sert à rien, mais en fait si. Le corbeau que l'on a nommé dans cette enquête est un de ces jeunes militaires. Les policiers ont toujours eu, les enquêteurs en tout cas, ont eu un doute que sur ce corbeau s'il était vraiment dans la voiture ou pas. Mais il donnait des détails, il y avait quelque chose qui gênait. Le corbeau, c'est bien quelque chose. Mais puisqu'il faisait partie de ces jeunes militaires, il connaît la solution. Il sait ce qui a pu se passer, en tout cas, qui a fait cela. Alors maintenant, on pourrait poser la question, quel est le lien, quel lien y a-t-il entre Evelyne et le conducteur de la voiture qui la ramène vers chez elle? C'est un lien de trahison. La personne lui ment. On sait ce qui s'est passé. Mais vous voyez, il y avait deux solutions. Soit il faisait partie du groupe de militaires, soit il n'en faisait pas partie. Et pour moi, il ne fait pas partie de ce groupe de militaires. Je pense que les jeunes militaires, en tout cas un,
a trouvé une solution pour Evelyne. En trouvant cette solution, il fait appel à quelqu'un. Quelqu'un qui va effectivement trahir les intentions vis-à-vis d'Evelyne. Le but d'Evelyne n'était pas de mourir, bien sûr, bien évidemment. Et que pour moi, pour trouver cette solution, de qui est cette personne, c'est de revenir en arrière, d'interroger chacun des militaires. Le corbeau est parmi eux. Il sait qui a conduit. On ne va pas s'intéresser à pourquoi ces courriers. Vraisemblablement, de toute manière, c'est une histoire ou de chantage ou de vengeance. Peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est pas eux qui comptent. Ce qui compte, c'est Evelyne et qui l'a tué finalement. Parce que là, effectivement, si ces jeunes militaires connaissent quelqu'un, ou un de ces jeunes militaires connaît quelqu'un, eh bien, il est de Belfort. Il lui demande comme un service personnel d'emmener cette jeune femme. Il connaît la région. Visiblement, c'est quelqu'un qui connaît bien le chemin. Il connaît la région. Il ramène Evelyne. Et en chemin, tout dérape. La trahison. Il souhaite abuser d'Evelyne. Elle ne veut pas. On connaît la fin. Et lui revient par un autre chemin. Parce qu'il connaît la région. Et il connaît le chemin entre le domicile d'Evelyne et Belfort. Ce n'existant que d'une heure. Quelqu'un qui a déjà fait le trajet connaît le chemin. C'est ce qui lui permet, quelque part, de revenir à Belfort par un autre chemin et de se débarrasser de la valise. Alors on peut se demander maintenant, eh bien, ce qu'il est devenu. Je vais donc demander comment le chauffeur de la voiture a-t-il évolué une fois avoir agressé Evelyne. Je laisse ces trois cartes-là ici, c'est volontaire. Ce que je cherche à savoir, c'est si c'est quelqu'un qui est finalement froid, calme, s'il a des remords, s'il a apeuré, est-ce que c'est quelqu'un d'inquiet, est-ce que la situation lui a vraiment échappé, ou c'est quelqu'un qu'on peut nommer froidement un psychopathe. En tout cas, regardez, nous avons une carte qui est une carte mercurienne. En réalité, il a presque un plan déjà. Il agresse Evelyne. Je ne le sens pas particulièrement pris de panique. Il a fini de l'agresser. Et tout semble froid pour lui. Il a un plan. Il sait déjà ce qu'il va faire et comment il va le faire. Visiblement, il avait prévu autre chose. Mais il n'a pas assez d'argent. Il avait un autre plan au départ. Peut-être était-ce tout simplement de ne pas rentrer à Belfort. Parce que oui, quand on écoute un petit peu cette affaire, qu'on se documente, qu'on regarde les routes, le premier trajet qu'il fait donc pour ramener Evelyne vers chez elle, il est assez direct. Mais il revient par une voie détournée. On peut imaginer avec cette carte, eh bien, un conducteur qui s'était dit, voilà, je l'ai agressé, maintenant, je vais aller loger à un hôtel ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Je ne vais pas rentrer vers Belfort, pour pas qu'il y ait eu de lien. Si je reprends le même chemin direct, non. Je pense il a pris un autre chemin alors qu'il avait autre chose en tête. Et que sur le chemin, en fait, il s'est dit, il faut que je me débarrasse des affaires. C'est pour ça qu'il a pris un autre chemin, pour qu'il se dise, jamais personne ne retrouvera la valise.
Alors le conseil, on va pas les, je vais pas vous le donner. Honnêtement, le conseil de l'oracle, c'est plus un conseil pour qu'il s'en sorte euh, autrement. Donc on va pas en parler. Ça n'a pas d'intérêt. Pas à mes yeux. Visiblement, en tout cas, il reste marqué par ce qu'il a fait. Il est froid, mais comme quelqu'un de nerveux. Comment on peut appeler ce genre de personnage? Vous savez, c'est celui euh, qui va faire un acte horrible et que derrière, il a des plans dans la tête qui se fixent, donc ce qui montre une certaine intelligence, mais on le sent extrêmement agressif derrière. Marc, il est, il est pas psychopathe. J'ai employé ce mot, c'était pas bon. D'un point de vue psychologique, je ne sais pas comment le nommer. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, a tué Evelyne, et tout de suite, il se met à trouver des solutions, ce qui montre de l'intelligence, de la réactivité. Mais il reste, non pas sous le coup des émotions, on pourrait prendre peur, je veux dire, si demain, par accident, vous venez causer la mort de quelqu'un, un viol n'est pas un accident, bien sûr, hein, mais vous voyez, vous allez être nerveux, vous allez être angoissé. Même peut-être certains violeurs, quand ils font cela, violent, peut-être ont-ils des émotions, peut-être prennent-ils peur. C'est vrai que c'est pas souvent décrit ce genre de choses, hein, je vous l'accorde. Là, on a plutôt quelqu'un qui reste sur son agressivité, vous voyez, comme une montée d'adrénaline, par exemple. Tout se fait d'ailleurs avec la montée d'adrénaline, ce qui montre plutôt quelqu'un qui a eu une pulsion, même s'il est capable, parce qu'il aurait très bien pu l'agresser au bout de 10 kilomètres en sortant de Belfort. Seulement là, ça aurait paru un peu gros. Vous voyez, quelque part, pour moi, je pense que le désir de violer Evelyne est arrivé en cours de route et quasiment il s'est dit, elle va bientôt être chez elle, il faut que ça, il faut que je le fasse maintenant. Je pour moi, je ne vois pas un profil qui avait prémédité les choses. Et puis regardez ici, après, ben, il lâche prise, ça passe. Et il tourne la page. C'est pas quelqu'un qui a récidivé. Je ne le vois pas dans cet état-là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a profité d'une opportunité. Pour les enquêteurs, je dirais que si la clé pour eux serait de retrouver ce groupe de militaires et de d'approfondir l'enquête à partir de ce point-là. Peut-être c'est-il impossible maintenant. Je ne sais pas s'ils ont relevé les noms ou quoi que ce soit à l'époque, hein. Mais en tout cas, la clé de toute cette affaire, elle est vis-à-vis de ces militaires. Si ce cold case vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à le commenter, à donner votre avis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau call case. Prenez soin de vous les amis.